Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Bonjour à tous. On vous propose d'attendre quelques instants les derniers arrivés. Il est 11 h, on démarre à 11h01 à peu près. « 11h tapante et déjà 100 personnes connectées sur les 250 inscrits. On vous donne une minute de plus et on sera probablement proche du compte. Il y a déjà des messages personnels, Christophe, qui te sont adressés. Bonjour, beaucoup de noms et de prénoms connus. Je vous salue tous ceux que j'ai l'habitude de croiser en rendez-vous. On va peut-être se lancer, 11h02. Merci de vous être connectés pour cette présentation et ce webinaire sur le sujet des ETI face au risque cyber. On va vous présenter le plan de la présentation, mais en introduction et avant de faire un très rapide tour de table de notre côté, et vous nous excuserez de ne pas pouvoir faire le tour des 150 participants du jour de votre côté, un petit mot pour vous dire que ce webinaire est enregistré et sera diffusé sur notre chaîne YouTube pour les collaborateurs notamment qui n'auraient pas pu se libérer aujourd'hui, de façon à ce que vous puissiez transférer les liens et le bon niveau d'information à vos collègues, à vos équipes. Comme je vous disais, sujet du jour, les ETI face au risque cyber. Christophe, je te propose d'avancer un petit peu, commencer par ce tour de table. Donc, enchanté pour ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, Benjamin Mangel. Je suis responsable de la souscription sur l'Europe de l'Ouest et sur la France depuis mes débuts chez Stoic en 2022. Raison pour laquelle j'en ai croisé un certain nombre d'entre vous. Et Christophe, je te laisse te présenter. Et bonjour à tous. Donc Christophe Pilven. Moi, j'ai la chance d'avoir rejoint les équipes Stoic il y a désormais 6 mois, au printemps de cette année. Et je suis le référent de Stoic dans le Grand Ouest. Et donc, je couvre effectivement un très grand quart nord-ouest auprès de vous, nos courtiers partenaires. Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour parler de ce beau sujet ETI avec Benjamin. Parfait. Sujet du jour, du coup, vous faire un petit point d'actualité chiffré sur Stoic. L'évolution est rapide, les chiffres évoluent bien, et donc on a à cœur de toujours vous tenir informés de ces évolutions-là. Ensuite, on voulait profiter de ce webinaire pour vous parler un petit peu plus en détail des résultats du baromètre de l'IFOP que nous avons mené sur le mois de juillet en partenariat avec le METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire au niveau national, auprès de 200 dirigeants d'entreprises qui ont répondu à nos questions sur leur perception du risque de façon générale. On reviendra sur les résultats. On en a conclu des attentes de ces entreprises-là, à cheval entre notre connaissance des entreprises de taille intermédiaire depuis ces années, je dirais, à leur côté, et puis également basé sur ce baromètre. D'ailleurs, on vous fera un petit partage d'expérience sur l'accompagnement qu'on peut apporter à ces entreprises-là en amont du sinistre et également le jour, malheureusement, de la survenance d'une cyberattaque et la façon qu'on a de les accompagner, avec quelques témoignages de sinistres qui sont particulièrement intéressants. Et on vous expliquera finalement, avec tous ces éléments qu'on aura dépilés ensemble, en quoi est-ce que Stoic nous semble être une solution parfaitement adaptée au risque cyber des entreprises de taille intermédiaire. Puis on prendra un quart d'heure à la fin de notre visio pour répondre à toutes vos questions.
Si c'est bon pour vous, on se lance comme ça. Effectivement, s'agissant des questions, on va pouvoir, pourquoi pas, répondre en live si on a le temps et si surtout on voit bien les questions. Mais sinon, on se laissera ce temps de questions-réponses à la fin. Comme le disait Benjamin, c'est toujours l'occasion, lors de ce format webinaire, de pouvoir vous donner quelques temps de passage de Stoic. On vient de passer le 1er novembre. On est à quelques semaines de la fin de l'exercice 2025, qui a été une année très riche pour Stoic, à plusieurs niveaux, notamment en termes de déploiement à l'international. Vous avez certainement suivi, pour certains d'entre vous, les ouvertures successives qu'on a pu faire en Europe cette année. Ça a commencé au tout début 2025 par l'Espagne, un marché qu'on a ouvert depuis zéro, avec des équipes espagnoles qui ont travaillé en 2024 pour un lancement effectif en 2025, avec un certain succès en Espagne, un très bel accueil. Et puis cet été, 2 ouvertures successives aussi nous ont permis de poursuivre notre déploiement, le Luxembourg, et puis plus récemment la Belgique, à la faveur d'une acquisition, donc un mode de développement différent de celui que nous avions opéré pour l'Allemagne également ou l'Autriche. En Belgique, nous avons eu la chance de croiser une entreprise assez proche de Stoic en termes d'ADN, qui avait une approche similaire à la nôtre, qui s'appelle Cybercontract, donc qui faisait aussi l'alliance de la prévention et de l'assurance, ce qui fait que nous sommes désormais présents sur la partie néerlandophone de la Belgique, dans le nord, et que nous allons poursuivre notre développement dans la partie francophone en Wallonie, en Belgique également. Nous voilà donc présents dans plusieurs marchés européens, évidemment la France et l'Allemagne, qui restent nos 2 grosses géographies, nos 2 gros marchés. Et aujourd'hui, nous sommes, à l'heure où on vous parle, à l'assureur de plus de 9300 entreprises sur ces pays-là. Dans ces entreprises-là, on compte 400 entreprises ETI pour le marché français, puisque c'est le sujet du jour. Il nous a paru important de vous donner aussi un peu de visibilité sur ces chiffres-là. Je vous rappelle juste en introduction qu'est-ce qu'une ETI, au sens de l'INSEE. Ce n'est pas une définition stoïque, mais au moins du coup, on la partage ici. La plupart d'entre vous doivent savoir ces informations, mais en gros, pour l'INSEE, c'est une entreprise qui a des collaborateurs qui vont de 250 à 5000 salariés, ou un chiffre d'affaires allant de 50 millions d'euros à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, c'est un terrain de jeu qu'on a en commun. Nous, vous le savez, et on y reviendra tout à l'heure, on intervient jusqu'à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce qui nous laisse effectivement, comme je viens de le dire, un très beau terrain de jeu sur lequel nous travaillons avec aujourd'hui plus de 2000 courtiers actifs. Le terme de courtier actif, il est assez simple. C'est pour chacun d'entre vous qui avait équipé au moins un client avec une police cyber durant ces dernières années à nos côtés. Point important aussi qu'on aime bien rappeler ici, et ce sera un des éléments de notre démonstration sur la partie ETI juste après, c'est notre modèle de temps long qui s'illustre également par l'accompagnement de nos porteurs de risques que vous connaissez aussi pour la plupart d'entre vous. Les 2 compagnies qui nous accompagnent sur nos placements sont Swiss Re, frontée en France par Axeria, et puis Tokyo Marine qui, et Benjamin y reviendra tout à l'heure, nous accompagne sur les volets internationaux également, en plus d'être l'assureur de premier rang sur l'accompagnement des ETI dans nos polices. Ce temps long, on le retrouve aussi avec nos investisseurs, dont Munich Re est un des plus importants. Et Munich Re, si ce n'est pas le 2e réassureur comme Swiss Re, c'est bel et bien le premier réassureur mondial. Et donc, du coup, il nous paraissait toujours important de vous rappeler les noms de ces 3 partenaires qui nous font confiance maintenant depuis plusieurs années, avec une vraie stabilité et des résultats qui sont au rendez-vous. Benjamin, je te passe le micro. Une question sur l'international de la part de Sébastien Pias. Remarquez-vous une acculturation, sensibilisation très marquée et différenciante sur le marché cyber, segment PME et TI, suivant vos antennes européennes. En synthèse, les différents pays
ont des degrés de maturité différents sur le sujet de la cyberassurance. L'Allemagne, typiquement, a un taux d'équipement un petit peu plus important que la France aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que les Allemands ont commencé à s'assurer en cyber un petit peu plus tôt que les Français. On ne parle pas de 10 ans, mais 2-3 ans auparavant, et avec une culture de risque en Allemagne qui est différente, une volonté d'acheter plus de capacités et d'acheter plus d'assurance, donc comparé aux pays latins, et notamment à la France. De façon plus générale, une Europe du Sud, si on suit cette tendance-là, qui va avoir un petit peu de retard dans son achat d'assurance cyber. Et donc, je dirais que la France est un entre-deux et un moteur européen dans la croissance de la cyberassurance, mais principalement de par son nombre d'entreprises, de PME et d'ETI, qui justifie le fait que c'est un des piliers avec l'Allemagne de l'assurance cyber en Europe. Voilà. Mais je vais vous parler un petit peu plus en détail de cette étude que nous avons menée en juillet de cette année auprès de 200 dirigeants d'ETI françaises, qui étaient principalement des DAF et des directeurs généraux. Donc on ne s'est pas adressé volontairement aux directeurs des systèmes d'information, mais on s'est adressé plutôt au board et aux financiers des entreprises pour faire un état de leur perception du risque cyber. On connaît tous les discours des assureurs et la volonté forte actuellement de faire grossir ce marché de l'assurance cyber. Néanmoins, on avait besoin de vérifier et de prendre la température de cette réalité-là côté entreprise. Donc on leur a posé quelques questions et au risque d'enfoncer des portes ouvertes pour commencer, elles sont touchées par les cyberattaques, puisque 32%, environ un tiers des déclarants qui ont été consultés, ont témoigné d'une attaque cyber qui a déjà été subie, constatée par l'entreprise, et qui ont donc été non pas seulement des petits éléments ou des attaques mineures, mais suffisamment importantes pour avoir été remontées au niveau de la direction générale ou de la direction financière. Vous pouvez retrouver tout le détail de cette étude, ce slide-ci, les suivants et beaucoup plus, dans le papier qu'on a fait sur cette étude-là, sur les chiffres de façon beaucoup plus précise, qui vous permettront de creuser le sujet si vous avez le sentiment qu'on n'est pas allé assez loin dans le détail aujourd'hui, pour des raisons de temps, bien sûr. Au-delà de se faire attaquer, elles voient leurs concurrents, elles voient leurs partenaires, leurs prestataires également touchés par des cyberattaques. Et il y a un sentiment d'insécurité et une prise de conscience très forte par les ETI de ce risque cyber qui est croissant et qui augmente autour d'elles. On est à quasiment 80%, 4 entreprises sur 5 qui sentent cette pression augmenter autour d'elles. Elles subissent des attaques, quand elles n'en subissent pas, elles sont conscientes de ce risque-là, et donc elles se préparent. Elles se préparent à 80%, 4 entreprises sur 5 qui mettent en place tout un système de renforcement de leur sécurité et d'augmentation de leur budget pour faire face à cette menace-là. Et donc c'est une préoccupation essentielle des entreprises, ça nous est confirmé. Elles augmentent, encore une fois, leur budget à 73%. Et donc, si je force le trait et que si on utilise cette étude comme une confirmation de ce qu'on pense et ce qu'on sait tous, si on est présent autour de cette table aujourd'hui, c'est que les ETI aujourd'hui sont conscientes de cette menace cyber et elles augmentent leur budget. Autrement dit, on vit dans un monde et dans un contexte dans lequel parler de cyberassurance, parler de cybersécurité à un DAF, à un responsable assurance, à un directeur général, n'est plus quelque chose de risqué, n'est plus un terrain glissant, c'est une préoccupation des entreprises. Et donc, on vous encourage, pour vos clients, je dirais, et pour toutes les entreprises qui n'ont pas encore bénéficié de votre accompagnement et de votre sensibilisation sur le sujet, de ne pas hésiter à avancer sur le sujet. Et j'espère qu'à la fin de cette présentation, si ce n'est pas déjà le cas, vous aurez la certitude que Stoic est le bon partenaire pour ça. Peut-être, Christophe, entre les grandes lignes qui sont ressorties par cette étude qu'on a menée auprès des entreprises, avec le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, EY, tous conjointement, on peut tirer quelques conclusions de leurs attentes qui ne ressortent pas forcément dans ces premiers slides.
Oui, effectivement. Merci, Benjamin. On a en fait souhaité, pour ce webinaire, se placer un peu au niveau des clients ETI et comprendre, tant pour les équipes techniques qu'on est amené à rencontrer, DSI, RSSI, responsables infra, que les dirigeants et les décideurs, DAF, responsables assurance, comprendre quelles seraient leurs exigences. Et en fait, c'est tant le fruit de cette étude qui nous a confirmé beaucoup de choses, mais aussi le fruit des échanges qu'on a pu avoir avec vous, les remontées terrain que vous nous faites, et tous les échanges qu'on peut avoir, nous, au moment de la souscription. On a la chance de pouvoir discuter avec de nombreux DAF et de nombreux DSI lors de la souscription de police, en amont en tout cas de la signature. Et donc, du coup, fort de ces échanges-là, on a voulu formaliser 3 exigences qui ressortent, mais pour le segment ETI. Rappelez-vous donc toutes les entreprises qui vont au-dessus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ces 3 exigences, on va les balayer, mais juste pour les présenter en amont, évidemment, ça peut paraître évident, mais il faut que ce soit un partenaire de long terme, solide. Deuxièmement, il faut que ce soit un partenaire qui, pour le risque cyber, peut accompagner les ETI à l'international. Il n'est pas question qu'il y ait des restrictions ou que ce soit un frein à ce développement. Et donc, c'est une des deuxièmes exigences. C'est la deuxième exigence qu'on a voulu mettre en avant. Et un point aussi sur lequel on va pouvoir revenir dans le détail, c'est la capacité de ce partenaire à être un acteur de la gestion de crise. Un acteur qui est capable de faire la gestion de crise, mais qui prend aussi en compte le contexte IT de chacun de ses clients. Puisque du coup, on a un niveau assez hétérogène en France sur le niveau de maîtrise, sur la maturité du système d'information et de sa sécurisation. Et donc, du coup, on peut se retrouver dans des contextes où les entreprises sont déjà très armées, très équipées, très bien accompagnées. Et dans ces cas-là, il faut que le partenaire s'adapte à ça. Et à l'inverse, on peut avoir, plus en bas en termes de maturité, les entreprises qui, pour le coup, n'ont pas du tout avancé sur le sujet et sont ravis de pouvoir compter sur des équipes compétentes en la matière. Prenons le premier point, si ça vous va. Donc, la première exigence, qui est celle d'un partenariat solide et de long terme. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc on va pouvoir avancer assez vite, mais on est fiers de parler de nos partenaires porteurs de risques, puisque en fait, ils sont avec nous de manière pérenne et stable, et ils nous font confiance, vous savez, pour délivrer jusqu'à 10 millions d'euros de capacité sur le marché européen, en exclusivité avec nous, pour des entreprises donc, qui vont jusqu'à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Cette pérennité, elle peut s'illustrer par un chiffre qui n'est pas d'ailleurs sur ce slide, ni même dans l'étude IFOP. C'est notre ratio sinistre à prime. Vous connaissez Stoic pour la plupart d'entre vous, notre approche qui est assez unique, qui lie la prévention en amont et l'accompagnement en gestion de crise à l'assurance, nous permet d'avoir une très bonne maîtrise de notre risque. Et aujourd'hui, le SP, depuis 3 ans, est inférieur à 20%. Donc ça montre notre performance et notre capacité à demeurer un acteur du marché de manière pérenne. Détail qui n'en est pas un, Christophe. Sur cette partie-là, je reste sur la slide précédente volontairement. Détail qui n'en est pas un, c'est la stratégie de placement qu'a Stoic auprès de ses porteurs de risques. Nous avons fait le choix, depuis le jour 1, d'avoir une répartition de nos risques qui est unique. Nos porteurs de risques sont plusieurs, comme vous le voyez à l'écran, et chacun a une tranche de risque qu'il a choisi sur un segment donné, qui peut évoluer. Par exemple, Tokyo Marine HCC a une part de risque beaucoup plus importante, 80%, sur les dossiers, sur les grosses ETI, et minoritaire sur les entreprises entre 0 et 50 millions à hauteur de 20%, pour vous donner un petit peu plus de détails. Cette organisation-là, elle fait que nous avons un seul et même mode de placement des entreprises. Autrement dit, nous n'avons pas du tout un comportement de placement opportuniste en envoyant certains clients d'une certaine nature, d'une certaine activité, d'un certain niveau de risque à certains porteurs et d'autres risques à d'autres. Nous ne nous comportons absolument pas en courtier. Nous avons des traités qui sont renouvelés d'année en année, qui sont stables et qui permettent de donner à nos porteurs une visibilité très claire de l'intégralité des risques que nous souscrivons et la performance technique
Le ratio sinistre sur prime dont on est en train de vous parler, c'est un chiffre qui est global sur l'ensemble des segments et qui est le reflet réel de notre portefeuille. Aujourd'hui, Stoic a la chance de ne pas souffrir d'un manque de capacité et au contraire a l'opportunité de pouvoir les choisir, les sélectionner, ces porteurs, en fonction de leur capacité à accompagner à l'international, on va en parler après, mais également à nous accompagner sur le long terme et à s'investir dans le projet Stoic bien au-delà d'une opportunité de marché justifiée par des baisses de prix. La présence de Tokyo Marine au capital dans les mois qui ont suivi le fait de nous avoir donné de la capacité, la présence de Munich Re au capital de Stoic, qui n'est aujourd'hui pas porteur, mais suit de près nos résultats techniques et, je dirais, imagine un jour rentrer dans ce montage-là. Sachez que c'est des preuves de confiance au quotidien qu'il est important de savoir quand on distribue du produit Stoic et du service Stoic. Voilà. Je voulais appuyer là-dessus, c'est vraiment très important. Oui, merci Benjamin. Et puis ça me permet effectivement de rebondir sur aussi la taille qui fait notre solidité, la taille de l'équipe. Benjamin, comme vous l'avez compris, il est responsable de la souscription et donc du coup, il est effectivement mieux placé que moi pour parler de ce qu'il vient de préciser. Et ce que je veux vous dire ici, c'est que nous avons la chance d'être aujourd'hui quasiment 130, donc les chiffres ne sont pas complètement à jour, 130 collaborateurs au sein de Stoic pour répondre à tous les enjeux de croissance qui sont les nôtres, avec un focus que je vais faire sur 2 équipes principales, celles avec qui vous avez la chance d'être en lien lorsque vous démarrez une étude, notamment sur mesure, pour vos clients. Les 2 équipes dont je veux parler, c'est l'équipe qui est en haut à droite, Tech et Cyber, qui est une équipe capitale au sein de Stoic. On a la chance d'avoir 15 ingénieurs cyber, dont le métier est la cybersécurité depuis 10 à 15 ans, voire un peu plus pour certains d'entre eux, qui sont au centre de notre stratégie de prévention. Cette équipe-là, elle est unique sur le marché européen. Je détaillerai un peu plus tout à l'heure comment ils fonctionnent et quelle est leur mission à vos côtés et aux côtés de nos assurés. Mais je voulais signaler que c'était un des piliers de notre modèle et de notre équipe. La deuxième équipe importante pour vous, c'est celle que nous représentons, plus Benjamin et moi, c'est l'équipe de distribution et de souscription. Dans chacun des pays, on fonctionne sur le même modèle. On a des régions qu'on anime avec une personne comme moi qui est référent pour les différents courtiers qui nous adressent des dossiers. Et nous travaillons main dans la main avec des souscripteurs, qui sont des souscripteurs évidemment dédiés cyber, avec un certain niveau d'expérience aussi sur le sujet. Ce qui est important, c'est que vous pouvez nous solliciter quand vous le souhaitez, quand on veut parler des dossiers un peu plus costauds, donc la cible d'aujourd'hui, c'est-à-dire les ETI. Je fais un petit rappel sur notre segmentation. De 0 à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est sur un segment standard qui est automatisé sur l'espace courtier. Fondamentalement, vous êtes en autonomie sur ce segment-là. Vous pouvez toujours faire appel à nos experts, mais vous êtes autonome. Alors que du coup, dès qu'on va rentrer sur le sur-mesure, eh bien, on vous invite à nous contacter pour essayer pour chaque dossier d'établir la meilleure stratégie d'attaque, la meilleure stratégie de placement, le montant des capacités. Comment récupérer les informations à jour sur la maturité du système d'information et de sa sécurisation. Quelle va être l'approche au niveau du tarif. Donc voilà, on est là pour vous, pour que sur ces dossiers sur mesure, qui peuvent paraître compliqués lorsqu'on n'est pas forcément habitué à en placer, et ben nous, on est là pour vous faciliter la tâche. Et ça se passe région par région. Je ne vais pas citer ici le nom de tous mes homologues, mais vous les connaissez, j'imagine, très bien pour ceux qui ne sont pas dans l'Ouest. Christophe, j'en profite, encore une fois, la balle au bon. On n'a pas prévu de faire un focus là-dessus aujourd'hui, mais je pense que c'est important de rappeler la flexibilité du process de souscription Stoic. Aujourd'hui, on a à cœur de briller sur la facilité de travail avec nos équipes. Tous les moyens de nous apporter de l'information de souscription sont bons. Certains ont l'habitude d'avoir leur questionnaire courtier construit maison sur laquelle on est capable de mener une étude, bien sûr. On est capable de travailler donc, vous l'avez compris, sur un questionnaire autre que celui de Stoic. Sur la base d'un questionnaire courtier, sur la base d'un questionnaire concurrent,
on est capable de travailler et de préparer un dossier sur la base d'un questionnaire qui est plus ancien. On ne prend pas pour argent comptant des informations qui ont 1, 2, même jusqu'à 3 ans, mais ça reste une base de travail sur laquelle on peut s'appuyer pour démarrer une étude et vous aider à avoir de la visibilité sur des ordres d'idées de prix ou des attentes d'un point de vue technique. Mais on est également capable de sortir un petit peu de ce que les assureurs ont l'habitude de faire de façon très traditionnelle. On sait par exemple organiser, sur les dossiers ETI notamment et les plus grosses d'entre elles, des appels d'évaluation du risque. Des entretiens avec une personne en charge de la finance, une personne en charge de l'informatique côté client, qui sont en mesure de répondre à nos questions d'un point de vue du métier, dans un premier temps, pour bien comprendre la dépendance à l'informatique de l'entreprise de façon très spécifique, comprendre précisément les scénarios de risque, de façon à nous permettre d'affiner la quantification du risque et les projections de pertes, et également avec une personne côté DSI client qui va pouvoir répondre aux questions d'un ingénieur cyber chez nous pour creuser la nature du système d'information, la mise en place des systèmes de sécurité dans un degré de finesse qui est beaucoup plus important qu'un oui-non dans un questionnaire, et en prenant en compte toute la nuance nécessaire dans la sécurité d'un système d'information. L'immense majorité des questionnaires que vous avez vus passer entre les mains, qui sont passés entre vos mains, sont pleins de nuances. Les projets sont en cours, les outils sont déployés partiellement sur une partie du territoire, sur une partie du système d'information, des filiales ont été intégrées avec des niveaux de maturité différents. Tout ça, c'est extrêmement complexe pour un DSI à expliquer dans un document qui peut être un Excel, qui peut être un PDF, souvent orienté avec un oui, un non, et rarement en donnant la possibilité de s'exprimer de façon large. Sachez qu'on a ce lieu d'échange pour aller plus loin dans le niveau de détail et pour être très juste et précis dans la remise des offres. Alors, je ne suis pas complètement hors sol, hein. Je sais bien qu'en dans un marché soft, comme on l'appelle en ce moment, dans un marché baissier d'un point de vue tarifaire, si on tire des grandes lignes et qu'on fait des généralités, c'est plus difficile d'obtenir un appel. C'est plus facile d'obtenir des offres de la part de concurrents. Et donc, dans ce cadre-là, on peut partir des questionnaires existants et on peut également réaliser des offres qu'on appelle des offres sur base prérequis. Des offres qui sont basées sur un secteur d'activité, un chiffre d'affaires et la connaissance métier que l'on arrive à avoir par rapport aux pairs qu'on assure déjà. On a plus de 9300 entreprises assurées, les secteurs d'activité qui sont couverts sont extrêmement larges et on arrive à avoir un très bon niveau de détail sur les degrés de dépendance à l'IT et des bonnes informations générales. Sur la base de ces quelques informations-là, on sait projeter des scénarios de perte. À partir du moment où on sait projeter des scénarios de perte, on peut travailler sur un tarif et on sait exactement le niveau d'exigence technique qu'on va attendre. Et donc, ça peut être un exercice extrêmement intéressant en début de prospection pour un courtier qui vient tenter d'ouvrir la porte d'une ETI, par exemple, d'une entreprise qui ne donne pas facilement accès à son DSI. En fin d'année, lorsque les plannings sont très chargés et la pression est forte, sachez que Stoic est en mesure de vous accompagner pour travailler comme ça sur ces scénarios de risque, sur ces projections et sur ces offres base prérequis. En synthèse, vous avez vraiment je dirais toute l'amplitude possible d'approche avec la souscription Stoic pour ces ETI-là, du questionnaire concurrent, questionnaire courtier, en passant par l'appel extrêmement sur mesure, jusqu'à des offres qui vont être basées sur des prérequis. Je ne vais pas vous cacher que plus on a de contact, excuse-moi, et je te laisse enchaîner Christophe, plus on a de contact avec l'entreprise, plus les taux de transformation sont élevés. On a des résultats qui sont bien supérieurs suite à un appel d'évaluation du risque qu'à une offre base prérequis, qui sont les deux extrêmes. Néanmoins, tout est possible et n'hésitez pas à vous appuyer sur les équipes pour avancer là-dessus. Christophe, je t'en prie. Je voulais rebondir aussi, mais j'effleure pas le sujet. En fait, on peut même aller au-delà de ça pour les ETI, et je vous le présenterai tout à l'heure. C'est qu'en plus de pouvoir, de manière très souple, prendre en compte le contexte IT, on est capable ensuite d'accompagner les ETI sur certains prérequis qui ne seraient pas validés au moment de la souscription du contrat. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais Benjamin, je te laisse la main pour nous parler de la manière dont nous répondons à la deuxième exigence qu'on a identifiée, qui est celle de l'accompagnement de nos clients à l'international. Bien sûr. Merci pour la transition, Christophe. Deuxième sujet, donc la couverture à l'international. Pour faire simple, aujourd'hui, Stoic utilise tous les leviers existants sur le marché de l'assurance pour couvrir les entreprises à l'international. Tout est possible.
on commence par les choses les plus standards, évidemment, on est en mesure, depuis les pays dans lesquels on est implanté, en France, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, à Monaco, en Belgique et au Luxembourg, on est capable d'émettre des polices qui vont pouvoir s'appliquer et couvrir les filiales dans le reste de l'espace économique européen sur le principe de la libre prestation de services, assez classiquement, et comme c'est permis dans l'espace économique européen. Jusque-là, rien de très innovant, mais ça, c'est possible depuis le jour 1. Ensuite, très rapidement dans la croissance de Stoic, on a eu le besoin d'assurer des filiales qui étaient présentes hors de l'espace économique européen, dans des contextes qui étaient plus ou moins réglementés sur l'assurance en local, et on a mis en place, dans les premiers mois de partenariat avec Tokyo Marine HCC, courant 2020, fin d'année 2023, je pense, une clause d'intérêt financier, autrement appelée clause FINC, Financial Interest Clause, par certains habitués dans certaines entreprises. L'idée étant de pouvoir couvrir les filiales hors de l'espace économique européen en indemnisant la maison mère directement, et donc pas la filiale, au titre du préjudice subi par cette filiale. Donc, la clause d'intérêt financier, elle permet de couvrir la filiale, mais d'avoir une indemnisation au niveau de la maison mère. Légalement parlant, c'est assez simple à déployer, c'est quelque chose qui fonctionne très bien dans la plupart des territoires. Dernière nouveauté, c'est un peu trop de le dire parce que ça fait quand même plus d'1 an qu'on est en mesure de le faire, mais on est en mesure de déployer dans plusieurs dizaines de pays. Pour l'instant, on n'a pas trouvé les limites du modèle et les pays qui n'étaient pas dans notre périmètre. On est capable de déployer des polices locales. Et là, on utilise le réseau local de notre partenaire Tokyo Marine HCC, qui a des bureaux locaux dans un certain nombre de pays du monde, et également des partenaires, des assureurs locaux, qui se font relais de Tokyo Marine HCC et donc de Stoic dans certains pays, pour émettre des polices locales, comme on dit au good local standard, au bon standard du marché, de façon à pouvoir indemniser directement la filiale sur place grâce à cette enveloppe, et ce contrat, cette garantie en local. Quelle raison de déployer une police locale plus que d'utiliser une clause d'intérêt financier ? Principalement le fait de respecter la réglementation. Certains pays sont dits non admis interdits, non admis non autorisés. Pour les citer rapidement, un certain nombre d'États des États-Unis, le Brésil, notamment, sur lequel on est très sollicité, la Corée, il y a un certain nombre de pays comme ça qui sont très protecteurs d'un point de vue de leur marché d'assurance. Et donc dans ces pays-là, pour accorder une couverture, on est dans l'obligation de déployer une police locale, et donc c'est quelque chose qu'on est tout à fait en mesure de faire. Et donc quand la nécessité s'impose, on est capable de le déployer avec nos partenaires. Finalement, comme je vous le disais, on est capable de déployer l'ensemble des leviers utilisables par un assureur pour couvrir du risque à l'international et donc coller à cette réalité groupe et à cette croissance éventuellement de nos ETI françaises et européennes. Merci Benjamin. Sauf si tu as d'autres points à rajouter sur l'international. Je reprends le sujet sur la troisième attente de nos ETI. C'est la gestion de crise. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le niveau de maturité de la sécurité informatique des ETI peut varier. Et donc on est confronté depuis maintenant un certain temps à des attentes qui peuvent être diverses d'un point de vue de notre accompagnement en gestion de crise. Ce qu'on veut rappeler aujourd'hui, c'est que notre équipe d'intervention, et je vais un peu détailler qui sont, ce qu'ils font et quel est le bénéfice de cette équipe que nous avons en interne chez nous, leur objectif, c'est de faire en sorte que si une entreprise, une ETI est attaquée, elle redémarre le plus vite possible. C'est l'unique but. Et donc du coup, on va s'adapter au contexte, comme je le disais tout à l'heure. On va s'adapter au contexte parce que c'est une des exigences des ETI. Souvent, quand on leur parle, et qu'on commence à montrer, entre guillemets, l'étendue des compétences qu'on peut mettre à disposition, certains DSI nous disent « Attendez, nous, on a déjà ces compétences, vous n'êtes pas là pour nous remplacer. » Eh bien, évidemment, on n'est pas là pour les remplacer, on est là pour les accompagner. On est là pour les accompagner parce que malgré tout, la gestion de crise, c'est une somme de domaines qui peuvent parfois ne pas être présents en interne ou déjà externalisés auprès d'un prestataire chez nos clients ETI. Je m'explique.
Par exemple, la première partie d'une attaque, la première partie d'une gestion de crise, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Comprendre quel chemin a été utilisé par l'attaquant, quelle trace il a laissé, quelle action il a menée pour arriver à cette intrusion et à ce blocage du système d'information, ce qu'on appelle le forensic. Cette partie-là, forensic, ce n'est pas une matière qui est maîtrisée forcément par des DSI ou des RSSI en interne, et il est nécessaire de l'externaliser. On peut l'externaliser et contractualiser en tant que TI avec un prestataire en place pour toute l'année. Sachez qu'avec Stoic, cette compétence, elle est internalisée au sein du CERT. La majorité, et vous voyez quelques petites figures de nos ingénieurs ici, mais la majorité de nos ingénieurs sont des experts en forensique et font très vite, très rapidement cette première étape. Deuxième exemple qui peut être intéressant, c'est la reconstitution de données. C'est un moment important aussi. On peut avoir remédié à l'attaque, avoir repoussé l'attaquant, remis en place le système d'information, mais si on n'arrive pas à récupérer des données, parce que les sauvegardes étaient compromises, eh bien on perd un temps fou. Donc c'est pareil, le travail de reconstitution de données, c'est souvent une compétence qui n'est pas internalisée. Nous-mêmes, nous nous appuyons sur un prestataire, et c'est la seule fois où on externalise réellement une compétence, qui s'appelle Databack, et qui nous permet de travailler très rapidement sur la reconstitution de données et redonner à l'entreprise sa capacité de production. Donc, mon propos introductif sur notre équipe CERT, et je vais dire ce que ça veut dire CERT juste après, le propos introductif, c'est on est là pour s'adapter, on est là pour être main dans la main avec nos assurés, on a un alignement de l'intérêt à ce moment-là pour redémarrer au plus vite, on s'intègre dans une organisation en place, on en devient le chef d'orchestre pour faire en sorte que l'activité redémarre au plus vite. Ce que je peux vous dire sur cette équipe-là, en plus, ce que je voulais vous dire en plus sur cette équipe-là, c'est qu'au-delà qu'il soit 15, c'est que c'est une équipe d'experts assez chevronnés qui, avant de rejoindre Stoic, a pu intervenir sur des sinistres de très grande ampleur dans les années 2015-2020, à l'heure où les premiers groupes de pirates industrialisaient leurs attaques. Et pour ceux qui l'ont connu ou qui l'ont en tête, on a souvent l'incident NotPetya qui revient en écho. À ce moment-là, NotPetya, ça a été un groupe de pirates qui a arrêté des entreprises de taille très importante pendant des semaines, voire des mois. Et bien, écoutez, à l'époque, c'était Vincent Nguyen, qui est le responsable de notre équipe de réponse à incidents internes, qui a géré cette crise, notamment pour Saint-Gobain. Pour vous, c'est une manière de vous illustrer que notre équipe est assez expérimentée sur le marché et a une expérience aujourd'hui qui permet de pouvoir répondre à une multitude de situations, voire quasiment toutes les situations possibles d'attaque. On a aussi un deuxième point très fort qui est en lien avec l'international, c'est que Stoic fait partie de l'Intercert France et d'une autre communauté de CERT qui s'appelle FIRST, qui est une communauté des CERT à l'international. Je m'explique. Donc les CERT, pardon, je n'ai pas dit l'acronyme, j'avais promis que je le ferais. Ça veut dire Computer Emergency Response Team. C'est l'acronyme anglais pour dire équipe de réponse à incident cyber. Et donc du coup, les CERT, il y en a un petit peu partout dans le monde. Et en s'appuyant sur le réseau FIRST, et vous le verrez tout à l'heure dans le cadre d'une illustration, on est capable de s'appuyer sur des expertises locales quand c'est nécessaire, notamment pour plutôt un appui sur ce qui est légal, l'aspect juridique d'une réponse à une crise dans un territoire qui ne serait pas celui que nous connaissons bien, en Europe par exemple. Donc deuxième point très important, cette capacité à être aussi présent à l'international. Et je termine sur le CERT, sur le fait de pouvoir rassurer vos clients sur notre capacité à répondre très rapidement, n'importe quand, puisqu'on est en astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sans limite, entre guillemets. Nos ingénieurs disent souvent on préfère être dérangé 10 fois, même si c'est pour une levée de doute et si c'est pour finalement une attaque qui n'existe pas, plutôt qu'un client n'ose plus nous rappeler une 11e fois quand c'est le jour de l'attaque. Ou de la même manière, pas vouloir nous déranger un vendredi à minuit, eh bien, il vaut mieux nous déranger un vendredi à minuit pour avoir une petite attaque, plutôt que d'attendre un lundi et que cette attaque soit devenue quasiment impossible à remédier rapidement. Voilà pour la présentation de l'équipe CERT. Je vois que le temps avance. Je te laisse rebondir si tu... Juste un point, ouais, je termine là-dessus. Désolé, je voulais juste rajouter un point. C'est le volume d'attaque, parce que c'est difficile quand on est courtier, quand on entend parler de 9300 assurés, de se rendre compte ce que ça représente comme volume de travail pour une équipe comme ça, de 15, bientôt 20 personnes, ce seront 21, je crois, à la fin de l'année.
Eh bien, je vais vous répondre. Chaque mois, l'équipe gère environ 80 sinistres en ce moment et doit faire face à environ 5 ransomware un petit peu sérieux. Pour rebondir sur la question de Anne dans le thread, le fil de questions. Euh, les ransomware restent les attaques les plus complexes à gérer, les plus coûteuses et les plus longues à remédier. Sinon, les sinistres, je dirais, chez Stoic sont le reflet de la sinistralité cyber plus générale, avec des compromissions de boîtes mail, avec de la fuite de données personnelles ou confidentielles, de la mise hors d'état de sites web, par exemple, avec des attaques DDoS. Bref, le visage des attaques n'a pas tant changé que ça au cours des dernières années. La typologie d'attaque dont on entendait parler il y a 2, 3, 5 ans est plutôt identique. Ce qui va changer en fonction des périodes, c'est les groupes d'attaquants qui se structurent, se déstructurent au fur et à mesure des enjeux géopolitiques du moment, des arrestations et des intérêts personnels. Donc ça évolue. La méthodologie évolue peu. Elle est souvent, elle est perfectionnée dans le temps avec de nouvelles technologies d'intelligence artificielle, des nouveaux logiciels d'attaque qui sont créés et mis à disposition des attaquants. Mais la typologie d'attaque change assez peu dans le temps. Et ça fait de cette équipe, certes, en France, la deuxième ou troisième équipe, les chiffres sont discutables, mais on est sur le podium des équipes françaises de réponse à incidents qui ont à gérer le plus de sinistres par mois dans les équipes, dans les CERT commerciaux, dit-on. J'exclus donc les équipes de réponse à incidents des groupes du CAC 40 ou les équipes de réponse à incidents qui sont des entités nationales du gouvernement. Pour toutes les entreprises commerciales, on est dans le top 3 en France des équipes qui gèrent le plus de sinistres. Donc, ça ne vient que renforcer l'expertise de l'équipe. Effectivement, le temps passe rapidement. On devrait déjà être aux questions, Christophe. Donc, je propose qu'on avance rapidement avec les retours d'expérience et je te repasse la main. Pour le coup, Benjamin, c'était plutôt toi qui voulais nous faire part de la manière dont on pouvait préparer en amont d'un sinistre. Oui, tout à fait. Avant les sinistres dont on vous parlera après, on a une vraie capacité d'accompagnement des ETI de taille importante, et notamment dans le suivi de leurs projets cyber. À partir d'une certaine taille, les enjeux financiers qui nous lient aux ETI sont très importants, et on est en mesure d'accompagner certains d'entre eux, et ça sera encadré, je dirais, dans la proposition de valeur que tu vas présenter juste après, Christophe, les assurer dans leur roadmap de sécurité. On a notamment voulu vous parler ici d'un industriel de la défense qui fait plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires, qui est français d'ailleurs, et qui avait un chantier en cours d'uniformisation de son niveau de sécurité, puisque les filiales n'étaient pas toutes au même niveau autour du monde, avec des enjeux de reprise d'activité notamment. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et donc, on a déployé un plan d'action avec cette fameuse équipe d'ingénieurs cyber pour réaliser un suivi de cette roadmap dans le temps, avec du conseil qui a été apporté. Ce n'est pas une prestation qu'on vend, hein. On n'est pas devenu une boîte de conseil en cyber, on ne se substitue à personne, mais on a des points de passage plusieurs fois dans l'année avec certains de nos assurés pour les accompagner dans l'élévation de leur niveau de sécurité, puisque c'est évident que plus la sécurité est élevée, plus le risque est maîtrisé, moins notre exposition financière est importante en cas de sinistre. Et donc, c'est un accompagnement premium qu'on sait encadrer et qu'on sait planifier pour nos ETI assurés. Ça, c'est donc en amont des sinistres qu'on propose cet accompagnement-là. Et donc, tout à l'heure, Anne posait aussi dans le chat la question de savoir si on pouvait donner quelques illustrations d'attaques récentes. On va vous en donner 2 qu'on va balayer le plus précisément possible, mais tout de même rapidement pour qu'on arrive à la fin de la présentation. Un premier exemple qui illustre notre capacité de travailler à l'international avec un ransomware qui a touché une entreprise industrielle de transformation de métaux, avec un contexte assez
riche, puisqu'en fait, il s'agissait d'une entreprise allemande, qui était assurée chez Stoic, qui hébergeait son système d'information dans une boîte française, chez un hébergeur français, qui n'était pas assuré Stoic, lui-même filiale d'un groupe international européen. Donc on s'est retrouvé à piloter la remédiation de ce ransomware. Benjamin l'a expliqué, un ransomware, ça bloque un système d'information et l'objectif, c'est de redémarrer ça le plus tôt possible. Là, ça a redémarré en 2 semaines pour un redémarrage à 100%. Et donc, on a orchestré cette remédiation en ayant à cœur de répondre aux attentes des 3 parties prenantes. J'entends par là le fait que celui qui allait être indemnisé par la police d'assurance, c'était uniquement l'assuré allemand, mais que la remédiation de la crise devait passer par un travail main dans la main avec l'hébergeur, qui était celui qui avait été touché par ce ransomware, et le patron, donc du coup l'actionnaire de cet hébergeur. Au-delà de l'aspect coordination internationale à proprement parler, et de l'aspect communication de crise qui est essentiel pour la bonne remédiation d'une crise, les ingénieurs de Stoic ont pu s'appuyer, comme je le disais tout à l'heure, sur des homologues dans les pays concernés pour pouvoir ajouter de l'information et des choses qui étaient en lien avec les attentes locales. Je parle surtout là de réglementation. Ce qui nous a permis de rassurer pas à pas chacune des parties prenantes en activant donc le réseau FIRST dont je parlais tout à l'heure. C'est également, dans ce ransomware, est également l'occasion pour nous de vous illustrer ce qui se passe en termes de négociation avec les pirates. Là, pour le coup, nous avons mené la négociation avec les pirates au nom de l'hébergeur, qui n'était pas notre assuré. Mais du coup, la stratégie avait été établie en lien avec les 3 parties prenantes pour que ce soit au niveau de l'hébergeur, donc qui potentiellement avait d'autres clients concernés par ce ransomware, pour pouvoir débloquer au plus vite la situation. Voilà, c'est un exemple qui illustre notre capacité de travailler à l'international, et c'est aussi un exemple qui nous plonge dans la manière dont se passe un sinistre et ce qui se passe après un sinistre. Et c'est toujours important que vous ayez à l'esprit aussi que un CERT, ça traite le mal, mais ça vient aussi à la fin renforcer la protection. Évidemment, ça va peut-être de soi, mais ça va mieux en le disant. Si on laisse le système d'information exactement au même niveau qu'il était au moment de l'attaque, eh bien, il y a de fortes probabilités pour que l'attaque se reproduise dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Donc le rôle d'un CERT, et c'est le cas de celui de Stoic, c'est bien de pouvoir durcir le niveau de prévention et de protection du système d'information post-attaque. Et notamment, là, pour le coup, on s'est engagé dans une surveillance continue du dark web pour vérifier qu'il n'y avait pas des publications de données en lien avec cette attaque qui étaient en cours. Ça permet d'éviter des potentielles réclamations sur des fuites de données. Et puis, du coup, on a continué à surveiller les postes de travail, donc le système d'information de l'assuré, via la mise en place d'EDR, une technologie dont on aura peut-être l'occasion de parler en fin de présentation, si on avance correctement. Voilà pour cette première illustration. J'espère que ça répond à votre question, Anne. Et puis sur le deuxième sinistre sur lequel on voulait appuyer, là pour le coup c'est franco-français, ça s'est passé cet été dans ma région, où nous avons accompagné une entreprise qui s'est fait attaquer au mois de juillet, une entreprise de menuiserie industrielle qui du jour au lendemain s'est retrouvée complètement à l'arrêt sur une de ces usines qui fait travailler plus de 600 personnes. C'était une entreprise qui avait pourtant une bonne maturité de son système d'information, une très bonne posture, avec une multitude de filiales qui ont réussi à rendre homogène au fur et à mesure des années leur posture de sécurité. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas, et c'est clairement une illustration de ce mantra. Les pirates ont réussi à trouver une faille sur un tout petit périmètre du système d'information qui leur a permis de rentrer donc voilà, par un endroit où il n'y avait pas de protection en double authentification. Pour rentrer un peu plus dans le détail, ils ont réussi à rentrer dans le système d'information, le bloquer, et la négociation a été longue. La reconstitution du SI, pour le coup, a duré 10 jours cette fois-ci pour un redémarrage à 100% de l'activité. Voilà qui illustre le fait que tout type d'entreprise peut être la cible d'une attaque ransomware, et notamment celles qui sont quand même bien protégées. Voilà pour
cette partie illustrative. Et du coup, si ça... Tant mieux, Anne, si on répond aux questions. Et si ça vous convient, on va poursuivre pour vous donner et mettre en avant ce que nous avons appelé Stoic Protect Plus. Donc, Benjamin. Oui, simplement, avant de passer à Stoic Protect Plus, simplement le fait de se dire que finalement, les trois attentes des ETI, qui est la pérennité financière des équipes qui soient solides et structurées et une capacité à gérer l'international, finalement, sont trois points qu'on arrive à adresser plus que correctement et qui nous permet de développer notre portefeuille d'ETI de façon assez rapide et efficace. Et on espère qu'on va pouvoir compter sur les 180 présents aujourd'hui pour nous aider encore à avancer dans cette direction-là et qu'on pourra équiper au mieux et le plus efficacement possible vos clients et les entreprises accompagnées. Et c'est pour ça qu'on a bâti cette offre Stoic Protect Plus. Donc, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins notre fonctionnement, je rappelle ici que tous les assurés stoïques bénéficient d'une plateforme de prévention gratuitement, qui est inclus dans notre offre, qui est inclus dans notre accompagnement, qu'on appelle Stoic Protect, et qui comprend des outils de prévention, de scan et d'outils de phishing, de simulation de phishing à destination des salariés. Là, pour le coup, on va aller proposer un accompagnement premium aux ETI en mettant en œuvre donc du coup quatre propositions complémentaires qu'on a packagées dans cette offre Stoic Protect Plus. Je les déroule rapidement et je pense que vous allez très vite comprendre pourquoi nous avons souhaité faire cet accompagnement privilégié, un petit peu surclassé pour les ETI. Ça correspond aux éléments qu'on vient d'illustrer. Un, le fait qu'on ait un onboarding personnalisé. Vous savez, quand vous êtes assuré Stoic, vous êtes invité à suivre une formation qui va vous expliquer comment fonctionne Stoic Protect. Là, pour les ETI, on va aller plus loin. On va faire vraiment une journée, un call de prise en main et d'échange avec un ingénieur de notre CERT pour justement caler correctement l'organisation cible, bien comprendre le contexte des équipes internes, ce qui va nous permettre de mieux nous connaître tout au long de la vie du contrat, tant dans les actions prévention qu'on pourra mener avec vos clients qu'en cas de gestion de crise. Deuxième pilier de cette offre, c'est une formation à la gestion de crise. Alors, ce n'est pas une simulation de gestion de crise sur le terrain, ce n'est pas ce qu'on fait. En revanche, on propose du coup une formation assez premium, dispensée par Vincent Nguyen, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est donc le responsable de notre CERT, qui va balayer avec les dirigeants d'entreprise, les DSI, différents sujets assez importants pour se placer en anticipation d'une crise. Voilà, quels sont les rituels qu'il faut mettre en place, quels sont les points de passage qu'il faut établir pour pouvoir être le plus résilient possible au moment d'une attaque. Cette formation, elle va être dispensée une fois par mois sur des collèges d'ETI qui souhaiteront participer à cette formation à la gestion de crise. Deux autres éléments pour finir. Le suivi de roadmap. Donc, Benjamin en a un petit peu parlé tout à l'heure. Notre objectif ici, c'est qu'on ait ou pas défini des prérequis dans notre contrat d'assurance. On va pouvoir avoir des points de contact régulièrement avec les équipes techniques de nos clients pour les aider à avancer sur leurs problématiques de cybersécurité. OK ? Donc, ça, c'est le troisième pilier. Et enfin, le dernier, c'est quelque chose qui est souvent demandé par vos clients et par vous. C'est de faire de la Cyber Threat Intelligence, donc de la veille sur la menace cyber. Et là, pour le coup, on est en mesure de produire une veille trimestrielle sur le sujet qui sera donc publiée et communiquée aux clients qui bénéficieront de cet accompagnement Stoic Protect Plus que nous avons commencé à déployer depuis cet été et qui est un vrai plus dans l'approche quand on travaille sur ce haut de segment. Il nous reste un petit peu de temps. Benjamin, est-ce que... Alors, vraiment rapidement, parce que j'aimerais qu'on garde 5 minutes pour les questions. Simplement une phrase, un mot, pour vous dire que on est capable, depuis quelques mois, certains le savent, d'aller plus loin encore que les services stoïques Protect, donc cette boîte à outils mise à disposition des assurés gratuitement et insérés dans la police. Plus loin encore que Stoic Protect Plus, que tu viens de nous présenter, Christophe, qui est vraiment une offre de service cette fois, et pas d'outils.
on est capable de, à la demande de nos assurés, encore une fois, et pour nos assurés uniquement, de déployer un EDR, un antivirus de nouvelle génération, et de mettre nos ingénieurs, ces fameux 15, bientôt 20 ingénieurs en cybersécurité, à la surveillance de ces outils-là, de façon à être encore plus proche de nos assurés, encore plus rapide pour intervenir et à aller encore plus loin dans le conseil et dans l'accompagnement qu'on peut avoir par votre intermédiaire, courtier, qui pouvait demander ce type d'accompagnement-là. Et donc, c'est simplement un service complémentaire, c'est une offre qui est autre et qui peut être ajoutée après la souscription d'un contrat. Je pense que ce n'est pas l'objet de la réunion du jour, mais il faut simplement avoir à l'esprit que ces EDR, ces antivirus de nouvelle génération et ce service de surveillance, c'est quelque chose qui est recherché, qui est demandé par les ETI. C'est elles qui sont les premières consommatrices parmi nos assurés de ce type de produit-là. Et d'un point de vue rémunération, c'est intéressant, pour le dire comme ça. Et les budgets informatiques, par les temps qui courent et les cyberattaques qu'on voit passer, sont significativement en croissance. Les budgets sont importants et la rémunération allouée également. Donc voilà, je plante une graine et vous aurez l'occasion d'en discuter probablement avec vos responsables régionaux si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, donc on se laisse les 4 dernières minutes pour répondre éventuellement à des questions. Et si on ne peut pas répondre à toutes les questions, on le fera évidemment dans un second temps. Alors, Anne nous taquine à nouveau. Avez-vous un plan de continuité en cas de cyberattaque de vos services? Oui, j'ai l'heureuse nouvelle est tombée récemment. Nous sommes certifiés ISO 27001, qui est la certification de référence en termes de cybersécurité en France, qu'on a passé avec succès haut la main, pour lequel le papier nous a été délivré, avec, je dirais, la félicitation du jury, compte tenu du niveau de sécurité de Stoic, qui est très élevé, en termes de surveillance, en termes d'authentification, en termes de stockage de données, etc. Donc oui, on est nous-mêmes sous plan de continuité d'activité, plan de reprise, et avec une cybersécurité au meilleur niveau. On n'attend pas de nos assurés une meilleure cybersécurité que celle que nous avons nous-mêmes. Voilà. Peut-être d'autres questions sur les produits, les services, l'international, les équipes. On est à votre disposition si vous avez la moindre question dans les 3 prochaines minutes. Sinon, on se tient à votre disposition après ce webinaire également, forcément. Je vois que des questions vont arriver a priori. Bon, écoutez, si c'était clair, dans ce cas-là, on vous remercie. On vous souhaite à tous une bonne journée et on vous souhaite surtout une bonne fin d'année, une saison intense qui se présente. Bon courage à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous et bonne journée. Merci.